Le 24 juin 1933 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Cavalcade, texte intégral. Le 31 décembre 1899, dans une élégante demeure londonienne, on va fêter la première heure du XXe siècle. L'instant est peut-être assez solennel, mais nous sommes au cinéma. Nous pensons surtout que ce premier dialogue est un peu long, et nous comptons sur nos doigts que c'est au moins le 10e film en robe et moustache 1900 que nous voyons depuis quelques semaines. Cavalcade, l'un des plus grands efforts d'Hollywood pour cette saison impécunieuse, n'aurait probablement pas été possible sans cette mode de 1900, aussi irritante qu'amusante, qui, lancée par 2 ou 3 humoristes, a vite fourni une pâture aux éternels gobe-mouches du snobisme, jugeant non moins délicieux un Fernand Léger ou un Picabia qu'hier quelques immondices de l'art nouveau, laïcisant et radical. Comme il fallait s'y attendre, un attendrissement général gagne nos contemporains, submergés par les images de leur adolescence ou de leurs jeunes années, évoquant leur première culotte, leur première cigarette, le chapeau de la première petite fille ou de la première femme qui les troubla. Dans Cavalcade, ces embûches sentimentales sont moins simples. Le film exploite un engouement mais le dépasse. La reconstitution s'élargit. Hier, on faisait chanter la gommeuse Mae West dans un beuglant fin de siècle. Aujourd'hui, c'est 30 années de l'histoire d'Angleterre que l'on va faire figurer à l'écran. Ce dessin prend quelque chose d'héroïque, par contraste avec la mesquinerie de plus en plus étroite du cinéma européen. Et bien que le succès d'une pareille entreprise ne pût faire aucun doute. Les forbans cosmopolites du cinéma parisien seraient justement incapables de concevoir les sentiments que Cavalcade éveille dans tout un public, de placer sur ces sentiments un enjeu commercial. Cavalcade est donc un ouvrage fort respectable, une de ces tentatives du cinéma que l'on doit honorer d'un salut, même si elle est inégalement réussie. On connaît, est-il besoin de le dire, le scénario, dont le découpage est identique dans la pièce originale de l'anglais Noel Coward et le film de Frank Lloyd. Après un prologue où l'on parle beaucoup, voici le départ des contingents métropolitains pour la guerre du Transvaal. Tableau devenu classique en notre siècle, à quelques détails d'uniforme près. Mais personne ne sait, comme les Américains, faire grouiller en quelques images l'enthousiasme de toute une foule, réunir ces centaines de figurants et ne les employer cependant que durant le temps nécessaire, tandis qu'ailleurs, on se croira tenu de légitimer une telle prodigalité en tournant 200 mètres superfétatoires de pellicule. Il y a encore la trouvaille du visage de Diana Wynnard, surgissant brusquement parmi 100 inconnus pour découvrir sur le bateau qui s'éloigne la silhouette de son époux. Puis l'annonce de la délivrance de la garnison de Mafeking au milieu d'une représentation d'opérette. Un peu plus loin, ce sont les funérailles de la vieille reine Victoria. Là, tout est elliptique et allusif. Pas de grands plans, d'ensemble pompeux, que l'on attend trop et qui nous fatiguerait après la fresque militaire. Un trottoir où se pressent 20 rangées de citadins. Plus haut, le balcon familial. Toute la maison y prend place, en grand deuil. L'épouse, les enfants, les domestiques. Le maître défile en bas avec ses soldats. Sauf une réplique inutile de la vedette, cela est fort émouvant. Probablement parce que rien n'est conventionnel, que l'on enregistre la tristesse civique de chacun, comme l'ingénuité de petits garçons ravis du spectacle et qui laissent du balcon choir leur goûter sur un chapeau empanaché. Une musique funèbre s'approche, passe et s'éloigne. Les bambins ont salué militairement, comme leur père l'a dit. C'est tout, et cela ne pouvait être plus complet. Rien dans ce qui suivra n'atteindra cette sobre grandeur.
Les détails du mémorial sont scrupuleux, parfois savoureux. On rend un large hommage à la dignité du caractère britannique, à son sang-froid élevé jusqu'au stoïcisme, à son goût de la beauté difficile, comme dit M. Paul Morand. Tout ce qui incarne ici Clive Brooke, admirable gentleman. Mais que d'erreurs après un poignant début dans la facture du film. Les 7 ou 8 minutes de montage qui prétendent symboliser la Grande Guerre sont inadmissibles. D'abord, le travail est fort médiocre, une superposition de lieux communs. Cela est aussi trop court ou bien trop long. 2 rafales de mitrailleuses suffisaient, ou alors il fallait commencer là un autre film. Dans l'ensemble, le kaléidoscope rétrospectif, du moins sous cette forme, répond-il si bien aux destinées du cinéma ? On a beau s'efforcer de suggérer plutôt que de décrire, l'on est débordé par les faits. Il faudrait à chaque maître réaliser des miracles d'évocation et de concision que l'on ne peut attendre d'un travail qui reste hâtif, même s'il a duré 2 ans. Mieux vaudrait, dans l'état présent de la technique, recommencer, à la façon de Walter Ruttmann, une mélodie du siècle, dont l'unité serait obtenue non par une intrigue, mais par le rythme. On a choisi, au contraire, pour centre et miroir de cavalcade, un foyer de la gentry, typique de l'âme anglaise, incarnant toute la nation. C'est une fort noble idée, mais chaque incident de ces existences est loin d'être révélateur, comme il se devrait, de quelques drames plus vastes, de quelques mouvements profonds des mœurs et des esprits. Que signifie cette déchéance de l'ancien domestique du capitaine, l'ivrogne impénitent qui trépasse sous les roues d'une voiture de pompiers ? Le second acte, l'entre-deux-guerres, n'est guère qu'un intermède de pittoresque rétrospectif, adroit mais un peu long et creux pour un spectacle historique. Puis c'est l'éternelle difficulté de passer sur l'écran, à la fois clairement et sans boursouflure, du particulier au général, du simple fait au vaste symbole. Le couple que nous voyons en 1900, séparé par la guerre des Boers, a survécu à tous les drames. De ses 2 fils, l'aîné meurt à bord du Titanic durant son voyage de noces, le second est tué dans les Flandres la veille de l'armistice. Les vieux époux, sereins, croyants et toujours aimants, boivent ensemble à l'année nouvelle, 1933, dans leur salon maintenant démodé. La scène est très touchante, jusqu'à ce que Madame Diana Wynyard adresse un toast à l'avenir dans un langage bien officiel pour cette intimité. Mais quel est le sens de cet épilogue ? Est-ce de la propagande contre le divorce ? On nous a montré auparavant l'accès de fièvre de l'après-guerre. Une girl dans un dancing cubiste est venue prophétiser sur un air de Slow Fox que notre civilisation s'écroulait, que l'on tournait tout en dérision et qu'il ne nous restait plus qu'à chanter et sauter en cadence. Veut-on nous dire que le peuple anglais, uni dans le culte de ses traditions, reste une des assises inébranlables du monde ? Veut-on opposer notre époque au bon vieux temps ? Ou nous laisser conclure que plus ça change, plus c'est la même chose ? L'écran demeure embarrassé, puéril, devant le vocabulaire de cette philosophie pourtant modeste. Et cependant, le film tient ce qu'on pouvait espérer d'une œuvre remuant de tels événements, née d'une inspiration de cette envergure et de cette profondeur.